Tiers livre, Écran de nuit, semaine avec Arnaud Maizetti, son livre Bernard-Marie Coltès, qui n'est pas un livre sur, vers, dans, avec. C'est le 4, avant-dernier, et c'est pas facile parce que tellement de choses se croisent. Et ce qui est impressionnant, c'est que pour Coltès, c'est comme si tout était une première fois. Le premier vrai texte qu'il écrit quand c'est pour Yves Ferry, la nuit juste avant les forêts. Le premier grand voyage jusqu'à Moscou, la venue et l'installation à Paris. Et dans ces premières fois, il y a un des grands chocs, c'est la découverte de l'Afrique. Évidemment, la pièce qui incarnera ça, mais elle sera écrite en Amérique du Sud, c'est Combat de nègres et de chiens. C'est un texte que je fréquente depuis longtemps, parce qu'au milieu, vous savez, il y a quelque chose de très étrange. Il y a cette histoire d'un ouvrier mort sur lequel passent sans cesse des camions. Et puis, c'est un rituel, mais pour tel ouvrier mort, les contremaîtres ont été le jeter au fleuve. Le frère de l'ouvrier mort vient réclamer le corps pour ce rituel, le déposer là, sous des branchages, que les camions le mêlent à la terre. Mais comment les personnages, puisqu'ils ont tous connaissance du rituel, l'évoqueraient les uns par rapport aux autres? Et donc c'est dans une série de notes à la fin du livre. Et puis tout d'un coup, en lisant Maizetti, qui a interrogé tous les proches, tous les témoins, tous ceux que Coltès a rencontrés. C'est même vachement troublant pour moi, parce que Claude Stratz, par exemple, oui, avec lui on a discuté de Coltès. Michel Piccoli, avec lui j'ai discuté de Coltès. Mais j'ai fait des heures de radio, de studio, avec un gars qui s'appelle Jacques Taroni. On a fait mon feuilleton sur les Rolling Stones avec Jacques. Mais j'avais jamais su que Taroni avait été le complice de Coltès pour des mises en voix, mises en ondes, bien avant même la venue à Paris. Eh bien, on est le 30 janvier 1978. Bernard-Marie Coltès arrive en Afrique. À peine sorti de l'aéroport, c'est la vision d'un homme roué de coups. Le décor de rêve raconté par sa mère est défiguré. À Hubert Gignoux, dans une lettre écrite au cœur de son séjour, le 11 février 1978, il racontera cette image qui est toute une allégorie. C'est la première version de sa découverte de l'Afrique. À l'aéroport, personne finalement ne l'attend. Motif récurrent dans ses voyages, comme un mauvais rêve, mais bien réel. Jamais en Afrique ou plus tard en Amérique, il ne sera attendu à son arrivée. Il comprend qu'Aouda, sa destination, se trouve à plus de 800 km au sud de Lagos. Il n'y a pas de train, évidemment, et il ne possède pas les moyens de prendre un avion pour s'en approcher, comme un piège qui se ferme. Les Blancs lui conseillent de protéger ses affaires et son argent, lui disent combien les agressions sont légion et sa vie en danger s'il reste seul ici. Que faire? Il sort de l'aéroport. Devant, 2 voitures se heurtent légèrement. Un attroupement se forme. La police survient. Ouverture des guillemets. Coltès qui parle. 3 flics sortent le chauffeur qui pleure de sa voiture, le mettent à genoux, le frappent à tour de rôle de leur cravache et recommencent au milieu d'une foule mi-hilare, mi-distraite. Tiens, d'ailleurs, Maizetti, si tu regardes, il y a une coquille, tu as écrit mi-hilarde. Et le sang coule dans le sable, comme si cette phrase était dans une lettre ou dans une pièce de Coltès. Dans ce récit fondateur, là c'est Maizetti qui recommence à parler, se joue déjà ce qui fabriquera en lui un regard et une position face à ce monde, le sang qui partage l'espace. Là oui, on est chez Maizetti. C'est aussi un théâtre, une situation banale qui devient spectaculaire, une scénographie symbolique, l'homme seul, les 3 flics, la foule nombreuse, un jeu de regard, et puis le tragique et le comique mêlés, la farce terrible, le masque grotesque de la violence. Ce récit primitif ne sera pas seulement l'expérience première de l'Afrique, mais deviendra le point d'incitation liminaire du texte qui commencera de s'écrire cette année-là. Dans cet aéroport, Coltès assiste à cette naissance, moins le récit de la pièce cependant, que la position à partir de laquelle elle s'écrira. Dans un entretien à Bwana Magazine en 1983, il se fera plus précis. S'il annonce l'origine de sa pièce avec cette scène, ce n'est pas comme fable, plutôt qu'elle est traversée de récits comme une émotion intérieure, secousse intime, politique, une blessure inguérissable. Guillemets,
En fait, cette pièce est née d'une vision furtive, irréelle, mais tellement saisissante. Ma première vision de l'Afrique. Toutes les idées de l'Afrique que j'avais emportées dans mes bagages se sont figées en cette scène. J'ai avancé dans la foule, me suis heurté immédiatement à une barrière invisible, mais omniprésente, qui mettait symboliquement les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. J'ai regardé vers les noirs. J'avais honte des miens. Mais une telle haine brillait dans leurs regards que j'ai pris peur et j'ai couru du côté des Blancs. Dans cet entretien, même récit, même cadrage que dans la lettre à Gignoux, mais avec un plus grand resserrement du champ et des protagonistes. Les 3 flics deviennent un seul policier noir. La foule cesse d'être le témoin pour ne devenir qu'une toile de fond. Toujours ce travail que fait Maizetti dans ce livre, d'interroger non pas les faits ou le contexte seulement de Koltès, mais la représentation qu'à chaque moment lui-même se fait de ce qu'il traverse, et comment ces représentations, à mesure qu'il les reformule, qu'il les remodèle, dans les lettres, dans les pièces, c'est dans Combat de nègres et de chiens, dans les notes, il y a cette scène comme ça où la fille sort de l'avion et tout d'un coup est assaillie par l'odeur de l'Afrique. Comment ces variations-là amènent à la prise d'écriture et nous ouvre à un espace où le rôle là de Maizetti, il n'y a pas énormément, c'est une tradition. Rappelez-vous la vie de Rancé, de Chateaubriand, pensez à la vie de Joseph Roulin de Michon, ou son boulot sur Rimbaud. Bien sûr, on est dans de l'essai. Vous avez vu comme il décrypte, par exemple, les questions de dramaturgie, de construction d'espace, la façon dont le vocabulaire de théâtre, par exemple, naît du vocabulaire filmique, comment tout ça s'élabore en même temps chez Koltès. Donc on a un livre qui est à la fois savant, mais qui en même temps est un travail sans arrêt, comme ça, cette frontière, vous savez, où depuis le contre Sainte-Beuve de Proust, où se placer, si c'est pas la vie qui explique l'œuvre, mais que pas moyen de traverser l'œuvre sans passer par pas forcément les événements de la vie. Ils sont là, ils sont tous répercutés avec les témoins, les lieux, mais en même temps, la représentation intérieure que le personnage se fait de cet instant, et en même temps, représentation au pluriel, parce qu'elle est constamment évolutive en fonction, justement, de ce qui se joue dans l'écriture. C'est ce truc-là où moi, je ne m'attendais vraiment pas. Maizetti me dit « Ouais, je fais une biographie de Koltès ». Bah, chapeau les mecs, mais il n'y a pas marqué biographie. Reste la sidération de Koltès face à cette scène. La violence y semble plus terrible encore. On ne sait pas pourquoi l'homme est battu par le policier. Surtout, le récit se charge d'une scénographie clairement politique, symbolique, morale, car Koltès sait bien qu'il n'est pas autre chose que ce qu'il est aux yeux de ceux qui le regardent. Un blanc comme les autres. Et son empathie, sa solidarité de classe comme d'affect avec les Noirs ne font que redoubler la blessure. À ce premier récit fondateur de la sortie de l'aéroport vient s'ajouter un deuxième, celui du cheminement vers Awada, qui rejoue cette partition sur le même mode de l'évidente violence contemporaine de la découverte de ce pays, et comme s'il s'agissait de signes qui nommeraient ce pays et cette expérience. Au corps battu par son frère d'un noir dont le sang vient couler dans la terre, se juxtapose la vision de cadavres aperçus sur le bord de la route qui pourrissent. Et comme la pièce Combat de nègres et de chiens va surgir aussi directement d'impressions de voyage, qui en même temps ne sont pas du tout dans la pièce. L'Afrique est ce corps même. Alors, on interroge le corps de Koltès, on interroge sa conception, est-ce qu'il change du discours de corps, mais tout d'un coup c'est le continent même qui devient corps, ouvert au charognard. Cette vision de l'Afrique par ses corps, Koltès y reviendra dans son ultime entretien à la radio auprès de Lucien Atoun 10 ans plus tard, en 1988. Mais est-ce l'oubli des années ou une reconstruction volontaire? La première expérience de l'Afrique devient un mélange du récit de l'aéroport avec celui de la route changée en fleuve. Toutes les visions ne font qu'une. C'est ça qui m'a immédiatement dégoûté de tout le folklore africain. Ce dégoût, ça c'est guillemets, le dégoût est aussi une satisfaction, guillemets de nouveau. Donc ma première vision de l'Afrique, et j'en suis bien content, a été très très violente. Si la terreur s'est changée en joie, c'est parce qu'elle a permis à Koltès de se guérir pour toujours de l'imagerie idéale, poétique, maternelle, recouverte désormais par sa réalité matérielle et historique d'un cadavre. De Lagos, Koltès rejoint difficilement, 5 jours durant, de chantier en chantier, à Oada, où Bichette l'attend, encore endeuillée, le 7 octobre, dans le chantier où elle et son mari, la Bichette étant une amie d'adolescence de Koltès, qu'on a rencontré souvent dans le livre.
Le 7 octobre, dans le chantier où elle et son mari, Yvon, travaillent comme instituteurs. Leur très jeune fils, Benoît, est retrouvé noyé. Autre corps flottant à la surface d'un continent. Autre image puissante, absente, antérieure, mais au cœur de l'expérience africaine de Koltès. Autre deuil sur lequel s'enracine profondément l'écriture qui discrètement se fera élégie pour ses morts. Et parmi tous, ce jeune enfant. Deuil auquel Salinger faisait déjà une place discrète. Tu sais, quand on se noie dans une flaque d'eau comme rien, quand on est môme, on fait un faux pas, on se casse la gueule, on tombe dedans la tête la première, un peu sonné, et ça y est. Ce chantier où Koltès passera tout le mois de février est une sorte d'enclave européenne. Alentour, une vingtaine de cases, des équipements sanitaires, une piscine. Les ouvriers européens employés par la société française Dumez passent ici gagner en quelques mois ou quelques années le salaire d'une vie. Des ouvriers noirs viennent travailler sur le chantier le jour. Le soir, les Européens recréent le cadre de la vie des pays colons. Les Noirs s'en retournent de leurs villages proches. L'ensemble est entouré de miradors, de fils barbelés pour protéger le chantier. Les Européens, c'est le reproduction d'un monde en miniature qui représente l'Europe au milieu de la jungle, le néocolonialisme triomphant, ségrégateur. Koltès va vivre là quelques semaines, guillemets, emmagasine suffisamment d'images pour écrire toute sa vie là-dessus. Fin. Oh, j'ai triché un peu, hein, j'ai lu 2 pages et demie. Faut pas que je fasse trop, je me ferais taper sur les doigts par les éditions de Minuit. Et en même temps, ça va les gars, le livre il y en a 350 pages. Et c'est tout de ce même tabac. Arnaud Maizetti, Bernard-Marie Koltès, j'ai pas de stylo, j'ai jamais de stylo avec moi. Il faudrait prendre un gros feutre, rayer. On enlève ça, on écrirait Maizetti Koltès en haut, comme nom d'auteur, et puis là, on mettrait écriture. Ce serait pas mal. À demain pour un dernier.